Le nucléaire en lui-même a toujours été cette espèce d'État dans l'État. C'est un système qui n'est pas compatible avec la démocratie, ni avec la transparence. Comme je dis souvent, si le nucléaire était réellement ce qu'il dit, transparent, il n'y aurait pas d'acceptabilité sociale. Si les gens savaient, aujourd'hui, le nucléaire ne pourrait plus fonctionner. D'où, évidemment, cette répression qui tombe quand les gens s'opposent de manière frontale à ce type d'énergie. 12 octobre 2017. Des activistes de Greenpeace déclenchent un feu d'artifice au sein de la centrale nucléaire de Cattenom en Moselle. À quelques pas de la piscine d'entreposage de combustible usé, un bâtiment très chargé en radioactivité. L'objectif de cette action non violente, Dénoncer le manque de sécurité et la fragilité de ces installations nucléaires. En première instance, Greenpeace et 9 personnes ont été condamnées à de la prison, dont 2 à de la prison ferme. c'est la première fois que des peines aussi lourdes sont prononcées contre des militants ou militantes de Greenpeace France. Ils et elles seront jugés en appel le 30 octobre à Metz. Leur place n'est pas en prison. Épisode 1, aux origines de la lutte antinucléaire. Pour moi, c'était la méthode de réponse. Pourquoi ? Parce que pour moi, le nucléaire, je ne l'ai pas perçu d'abord comme une menace environnementale, pas au début. C'est venu après. La première menace que j'ai vue du nucléaire à ce moment-là, c'était avant tout une menace sur la démocratie et le fonctionnement de la société. Pour moi, on avait une magnifique falaise où on se promenait et on allait ramasser des cailloux parce que j'étais passionné de géologie. Et là, un jour, on nous a mis des barbelés. Un jour, il y a eu des CRS en face et on nous a imposé ça. Mon opposition au nucléaire, elle est d'abord de ça. Elle est d'abord née du fait qu'il y avait, pour moi, il y a un problème. Là c'est Flamanville, 75, 76, où finalement, on colonise l'endroit. Je veux dire, c'est clair, il ne faut pas avoir peur de ces mots-là, même s'ils peuvent avoir des connotations autres. J'ai vécu vraiment la notion de l'usine de La Hague comme la spoliation du nom, puisque moi, je suis originaire, on va dire, ma famille de La Hague, on nous a pris notre nom. Aujourd'hui, lorsqu'on dit La Hague, c'est avant tout une connotation nucléaire, alors que c'est d'abord une région magnifique. Et puis, à Flamanville, c'était les barbelés, les CRS, etc., qui arrivaient. Et rien que ça, pour moi, c'était un problème, parce que je ne pouvais pas concevoir un système de société, donc en l'occurrence là pour de l'énergie, mais qui était géré par le fait qu'on imposait aux populations, par le fait qu'il y avait ces hommes en noir qui arrivaient avec des boucliers pour imposer des choses. Et ça, clairement, le choc a été là pour moi. Alors moi, je m'appelle Yannick Rousselet, je suis né à Cherbourg le 17 octobre 1959 et je vis ici à Cherbourg depuis toujours. Voilà. En même temps, maintenant, je suis salarié à temps plein pour Greenpeace France depuis mars 2002. Mais avant, on va dire que j'avais une double vie, c'est-à-dire que je travaillais à l'arsenal de Cherbourg, je travaillais pour les sous-marins nucléaires, mais en même temps, je militais. Et donc, ça fait maintenant 40 ans que je milite contre le nucléaire en Nord-Cotentin. Moi, j'avais juste découvert Greenpeace dans La Vie catholique à l'époque, c'est l'hebdomadaire chrétien pour l'information, qu'on appelle ça maintenant, où il y avait une double page couleur, ça devait être en 75, 76, où on voyait des mecs dans un Zodiac pour empêcher de tuer les baleines. Et j'avais dit, c'est ça que je veux faire. Parce que j'avais déjà pensé que l'opposition radicale, physique et non violente, était pour moi ma voie. Pourquoi ça ? Probablement parce que j'étais issu d'une éducation judéo-chrétienne, sur le pacifisme, sur... voilà. Et le nucléaire, pour moi, était le choc en face. En fait, quand on habite à Cherbourg, en gros, on travaille pour le nucléaire, ou les militaires, ou le nucléaire militaire, à peu près. On va résumer ça comme ça. Et mes oncles, mes grands-pères, mon père, tout le monde travaillait donc pour la DC, la Direction des constructions navales. Et quand on a 14 ans et demi... on nous dit, il faut aller là, c'est la sûreté de l'emploi, c'est un emploi à vie, etc. Et donc la question ne se pose même pas. Donc j'étais au lycée, j'avais plutôt des bonnes notes, mais on m'a dit, non, mais si tu vas là, c'est mieux, etc. Alors j'ai passé le concours pour rentrer donc à la DCN, et donc je suis rentré comme chaudronnier tuyauteur, c'est-à-dire ouvrier de base. Alors c'est intéressant aujourd'hui, parce que mon expérience me permet de pouvoir parler des soudures de Flamanville en ayant moi-même touché à cette matière-là, et c'est souvent quelque chose qui est vraiment très utile, de bien comprendre de quoi on parle. Et avant, pendant cette vie industrielle, en gros, j'avais 2 journées dans une, c'est-à-dire que on pouvait finir à 16h, 16h15, et puis après, on entamait une deuxième journée jusqu'à 2h du matin, comme militant, dans lequel on avait un côté, malgré tout, professionnel aussi pour cet engagement.
Et puis le fait que malgré qu'on soit à l'intérieur et que c'était probablement compliqué, ambigu comme positionnement, il n'empêche que j'écoutais à l'époque mon père qui disait oui mais tu gagnes ta vie, il n'y a rien de mieux pour militer de l'intérieur. Et on a été jusqu'à organiser même des actions contre les sous-marins en tant que Greenpeace. On a même tenté d'empêcher des lancements de sous-marins tout neufs, en particulier l'Inflexible, où on avait plongé dans le bassin pour empêcher le lancement du bateau. Donc on pouvait être à l'intérieur et en même temps être un contre-pouvoir très très fort. Donc en fait, sur la région de Cherbourg et La Hague et Flamanville, on a historiquement deux groupes qui se sont créés antinucléaires. L'un qui était le CRILAN, le Comité régional d'information de lutte antinucléaire, qui existe toujours aujourd'hui, et qui était un mouvement qui s'était basé avant tout dans l'opposition de la construction de la centrale nucléaire de Flamanville. Et puis il y avait un autre comité dont je faisais partie, qui s'appelait le CCPH, Comité contre la pollution atomique dans La Hague, qui s'était créé en 1971. Alors en 71, évidemment, j'avais pas encore l'âge d'adhérer, mais dès que j'ai pu, j'ai participé à mes premières manifestations, j'avais 15 ans, contre l'extension de La Hague, contre l'extension de Flamanville. Et puis le bureau français de Greenpeace a ouvert en 1977. Et en 1978, le directeur de Greenpeace France, Rémi Parmentier, est venu ici, à Cherbourg. On a fait une espèce de réunion clandestine, un soir. On nous a dit, écoutez, il y a un mec très important qui vient. Donc c'était un peu mythique pour nous, sachant que c'était pour lutter contre l'importation de déchets nucléaires qui allaient arriver du Japon. En gros, il nous dit, voilà, on prévoit des actions. Le Rainbow Warrior, donc celui qu'au fond de l'eau aujourd'hui, il va venir à Cherbourg. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire des actions illégales ? Vous pouvez finir en prison, mais on ne peut pas vous dire avant ce que c'est. Et est-ce que vous êtes d'accord ? Et donc on a dit oui. Et ça a démarré comme ça. Donc la première fois que Greenpeace est apparu à Cherbourg, c'était en 78, fin 1978, avec une manifestation qui était près d'un terminal ferroviaire, là où arrivaient les déchets nucléaires. Et puis après, en 79, on a préparé vraiment des plans. Et la première fois où je suis vraiment avec le Rainbow Warrior dans un Zodiac, c'est en février 1980. Où en 1980, on finit évidemment en garde à vue dans l'établissement militaire auquel je travaillais d'habitude. J'aurais jamais été si tôt au travail. Et l'histoire commence là. Et puis elle s'arrête finalement jamais. Historiquement, Greenpeace a toujours voulu montrer là où ça fait mal. Rappelons-nous, dans les années 80, il y a ces rejets de déchets nucléaires en mer, loin des yeux, personne ne sait que ça existe, ou très peu. Et puis, on s'est dit, il faut les montrer. C'est-à-dire dire, on va aller sur place, on va s'interposer. On savait très bien que ça serait très limité, l'interposition. Mais montrer aux gens le scandale du fait que c'est rejeté en mer. Et donc, à ce moment-là, on va dans le golfe de Gascogne, à plusieurs reprises. On infiltre aussi un salarié dans un des équipages du bateau pour faire de la documentation, etc. Et finalement, on montre les choses. On montre là où il y a le problème. Et derrière, ça permet avec ces images, le poids des gens qui ont compris ces images, d'aller à l'IMO, l'International Maritime Organization à Londres, pour faire ces négociations qui vont aboutir qu'en 93. Donc là aussi, il y a une question du temps long, être capable d'aller mettre la pression et de gagner dans la négociation. Les centrales nucléaires, on s'aperçoit bien que si on vient devant avec une banderole, après tout, ça fait un certain impact dans la presse régionale, mais ça reste très limité. Il est clair qu'à partir du moment où on franchit ce grillage, qu'on montre la faiblesse du système de sécurité, mais aussi où on va pointer du doigt, par exemple, ces piscines d'entreposage des combustibles, clairement, le fait de pénétrer dans la centrale, montrer que c'est possible et d'aller là où il y a le problème, c'est clairement ce qui permet derrière d'obtenir une commission parlementaire, d'obtenir derrière des présentations devant le Haut Comité sur la transparence, etc. Donc, clairement, le fait de pouvoir aller dans une confrontation dure, radicale, et je revendique ce mot d'attitude radicale, mais non violente, est quelque chose qui permet aujourd'hui de mettre les choses dans le débat public. Quand on réfléchit à une action, on va réfléchir aussi à ce qui peut se produire après. Et il est évident que quand on rentre dans une centrale nucléaire, on sait bien que quelque part, ça sera compliqué derrière. Le travail qui va être fait aussi derrière, c'est de faire comprendre à tout le monde que si on l'a fait, c'est parce que justement, c'est nécessaire de le faire. Et que s'il y a sanction, il doit être proportionné au fait de l'utilité.
En l'occurrence, à partir du moment où on est un service que je considère service public d'aide à la sécurité nucléaire, au-delà du fait d'être pour ou contre le nucléaire, nous sommes totalement opposés au nucléaire, c'est la seule solution pour réellement solutionner. Mais en attendant, nous savons que même une position politique de sortie du nucléaire rapide ce soir nécessiterait des dizaines d'années de sortie du nucléaire. Donc cette contribution à la sécurité et à la sûreté, elle doit être admise. Comme je disais souvent, ce qu'on fait, c'est des audits gratuits. Ils devraient nous remercier. Enfin, je veux dire, on devrait être remercié, on devrait être félicité pour notre contribution à la sécurité nucléaire aujourd'hui en France. Ça s'est déjà produit. Devant la cour d'appel de Caen, un jour, on a eu le procureur général qui était une espèce de deuxième avocat de la défense qui d'ailleurs a demandé qu'on n'ait pas de peine parce qu'il disait Greenpeace, c'est le caillou dans la chaussure. Leur place n'est pas en prison est une série de podcasts qui vous est proposée par Greenpeace France en coproduction avec l'Officine.